J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Céline Jacques qui va nous parler de qu'est-ce que la motivation. Bonjour Céline. Bonjour Mario. Dis-moi Céline, pour toi la motivation, la toute première fois que tu as entendu parler de cette expression, ça fait dans quelle situation? Ça fait combien de temps? Écoute, la toute première fois que je l'ai entendu, j'avais à peine 19 ans. C'était en 70, donc ça me rajeunit pas, là, et j'étais à l'Université de Montréal, puis j'étais à la recherche du domaine professionnel pouvant être le plus susceptible de me passionner, de m'enthousiasmer, bref, qui me donnerait l'impression de tellement aimer mon travail que j'en mangerais, comme on dit en langue populaire. Alors, mon directeur de thèse à l'époque, c'est quand même un monsieur très allumé, il m'a donné la définition suivante. La motivation est ce qui te pousse à agir dans le but de t'accomplir et de te réaliser pleinement. Si je me réfère aussi au dictionnaire, la version du dictionnaire est un petit peu différente et elle nous donne comme version, le fait que la motivation est un ensemble de motifs qui déterminent et justifie un acte, une décision. Ça fait un petit peu plus cartésien, disons, mais ce qui nous motive à agir, je crois que ça le définit bien. Donc, dans la plus simple expression, il s'agit en effet avant tout de ce qui nous fait agir dans le but d'obtenir quelque chose. Et qu'est-ce qui fut, dis-moi Céline, qu'est-ce qui fut tes principales recherches sur le sujet de la motivation? Alors, mes premières recherches à l'université, comme je l'ai dit, m'ont conduit à une étude sur la théorie d'Abraham Maslow, cette théorie-là date de 1954. Elle a été appuyée sur plusieurs entreprises en Amérique du Nord. Selon Maslow, il existerait 5 niveaux précis de motivation, qui appelle un petit peu l'illustration pyramidale, qui pousse le genre humain à agir afin de réduire les niveaux de tension issus de la non-satisfaction de ses besoins. Donc, on y va avec Maslow, et oui, j'ai entendu, j'ai suivi à un moment donné dans une formation en soins d'aide à la personne, et on a parlé beaucoup de Maslow et de sa pyramide. C'est quelque chose de vraiment formidable. Puis, Céline, en quelques mots, quels sont ces 5 niveaux de motivation selon Maslow? OK. C'est sûr qu'on va partir du niveau très basique. Le premier étant ce qui va de soi, les besoins physiologiques et primaires tels que se nourrir. En somme, lorsqu'on a soif, on a faim, on a sommeil. À ce niveau, je dirais que cette motivation est bien l'instinct de survie puisqu'elle nous assure d'être aussi de nature à motiver autant les animaux que les humains. C'est avoir un toit sur sa tête, avoir de quoi manger, de quoi dormir pour survivre en quelque sorte. Ça, c'est le premier. Les bases primaires. Exactement, primaire. Le deuxième fait référence un petit peu dans le même sens, mais aux besoins de sécurité. Avoir un toit sur sa tête bien tout de suite après avoir mangé, dormi, avoir un toit sur sa tête et pouvoir évoluer dans un environnement protégé. Alors, sa survie ainsi que sa capacité de se reproduire, bon, on peut parler presque ici autant des animaux que les humains. Donc, on est à la recherche des mêmes besoins, du moins pour les 2 premiers niveaux comme tels. Ensuite, le troisième, là, ça avance un petit peu plus. Il y a encore des animaux que ce groupe-là, mais ça commence à évoluer. Le besoin social, d'évoluer en société, relié à l'appartenance à un groupe. Donc, l'humain, lui, il n'a pas été créé pour vivre seul. C'est pourquoi, de par sa nature, il recherche l'amour. Alors ici, nous pouvons dire que les animaux, de leur côté, ils en sont aussi pourvus puisqu'ils ont l'instinct de reproduction. Donc, ce n'est certes pas exclu pour nombre d'entre eux, en tout cas. Puis, au 4e niveau, là, on commence à se distinguer. L'échelon humain ressentira un besoin d'estime de soi, soif de reconnaissance de ses pairs. C'est là qu'il recherche à occuper une fonction spécifique au sein d'un groupe d'appartenance dans le but d'être remarqué, estimé, valorisé, de se démarquer des autres, qu'on puisse lui obéir, l'admirer, en résumé, de pouvoir occuper un rôle lui accordant la possibilité d'en retirer un certain pouvoir ou des avantages en fonction de sa position hiérarchique. Alors, on peut juste faire une comparaison que beaucoup de hiérarchies d'animaux ont aussi ce même système. Est-ce que c'est pour être valorisé, avoir du pouvoir?
possible, mais au moins l'humain, on comprend que lui, déjà, sa démarcation, il l'a fait là. Donc, depuis le début, on compare avec les animaux. Il n'est pas faux de dire que plusieurs espèces recherchent ce quatrième niveau. Alors, pour s'accomplir, comme les loups, les gorilles, les singes, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais et finalement, le cinquième et dernier échelon, c'est le besoin de réalisation de soi par la créativité, le développement personnel. Et à partir d'ici, l'humain dépasse les relations du simple pouvoir sur ses pairs. Alors, comparativement au niveau précédent qu'on a décrit, sa véritable motivation désormais est de réaliser une œuvre qui puisse être utile à ses semblables et parfois qui puisse être pour lui-même une réalisation qui peut se comparer à réaliser sa mission de vie. Ce sont là des qualités d'altruisme, de dévouement où l'individu vise désormais un dépassement de soi-même, mais pour des grandes causes, des causes nobles ou grandioses même, susceptibles de faire avancer l'humanité. Alors ici, il est pertinent de croire que ce niveau dépasse nettement le niveau d'animal et parvient à le sublimer. Maslow expliquait un paradoxe particulier du fait que si nos niveaux primaires ne sont pas réalisés, vous ne pouvez ressentir une motivation à un niveau supérieur. Ainsi, si vous craignez de perdre votre emploi, perte de sécurité, votre besoin d'assurer votre survivance, pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, s'habiller, le niveau de solidarité ou d'appartenance prend du retrait parce que c'est les besoins primaires qui subsistent. Donc, surtout s'il y a un éventuel chômage. Donc, si on veut motiver un individu ou même un groupe, il est essentiel d'être en mesure de situer quels besoins se trouvent déjà comblés. Ce niveau étant satisfait, sa quête devrait nécessairement viser l'échelon suivant, et toujours selon Maslow, bien sûr. Donc, en partant sur une base solide au premier niveau, on peut se permettre après ça de dire, on y va au deuxième, troisième, quatrième et cinquième niveau pour atteindre quand même cette harmonie-là, tout simplement. Très exactement. Puis, dis-moi, quelque part, ça veut dire qu'en principe, on a juste un seul niveau de motivation qui nous différencie des animaux. Ben pratiquement, oui. Je dirais qu'une partie du quatrième, mais surtout le cinquième. Donc, bien sûr, on parle ici d'intelligence, mais on parle pas nécessairement d'intelligence, je veux dire, mais plutôt de motivation versus la satisfaction des besoins. Fait que c'est sûr que les animaux, ils n'ont pas la même intelligence, mais ils ont quand même des besoins primaires qui peuvent sembler à ceux des humains. Donc, évidemment, ce qui motive un animal est différent à première vue de ce qui motiverait un humain. Pourtant, il y a une constance qui demeure. Un animal domestique a besoin de son maître, qu'il le nourrisse, qu'il lui accorde un bon environnement, de l'attention, des soins et de l'amour. Alors, un bébé humain ressent initialement exactement les mêmes besoins. Plus rapidement, l'enfant qui grandit va ressentir le besoin de faire partie d'une famille, d'un clan, de recevoir de la considération pour ce qu'il est. Alors, voilà un petit peu les différences entre animal et personne humaine. Oui, effectivement, la différence est vraiment à la base primaire de l'échelle de Maslow. Puis, dis-moi, Céline, comment qu'on peut transposer ces notions-là au sein de notre milieu professionnel? Excellente question. Dans une entreprise, chaque employé est soumis à différents niveaux de stress. L'environnement, les relations avec l'entourage, la gestion de l'autorité, la gestion de son temps versus l'indice de productivité qu'on attend de lui, etc., etc. Donc, le bonheur d'une personne peut en quelque sorte se mesurer à sa capacité de faire face à ces différents éléments de stress, d'une part, mais s'évalue également selon sa capacité à se fixer des objectifs stimulants, à se fixer ça lui-même en dehors de ce que l'entreprise lui impose. Donc, tout en ayant la volonté de les atteindre, bien sûr. Alors, on parle de motivation, la volonté de l'atteindre, ça rentre en ligne de compte. En somme, qu'il s'agisse d'un milieu familial ou professionnel, il y a toujours différents rôles qui sont attribués. Pour les parents, il existe pour eux la nécessité de transmettre des valeurs morales à travers l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, tout en fournissant un milieu sécuritaire d'apprentissage pour eux. À l'employeur, lui, il se doit également de fournir un milieu sécuritaire d'une part, mais pour parvenir à réaliser des profits susceptibles d'assurer la survie de son entreprise, il lui sera essentiel de trouver le juste équilibre entre recruter une main-d'œuvre de haute qualité
et maintenir la motivation de celle-ci en lui fournissant, pour que celle-ci lui fournisse le meilleur rendement escompté. Donc, c'est à partir du moment où l'employé se sent un sentiment d'appartenance, puis se sent motivé, qu'il va y parvenir. Donc, lorsqu'une entreprise ne parvient pas à cet équilibre, elle risque de perdre ses meilleurs candidats au profit de l'un de ses compétiteurs et finit de la sorte par mettre en péril sa propre croissance financière. Effectivement. Puis dis-moi, Céline, à quel endroit pour toi où tu trouves que le manque principal de cette source de motivation-là peut être? Donc, qu'il s'agisse de petites ou de grosses entreprises, la plupart des études ont démontré que celles qui aboutissent à un impasse sont celles n'ayant pas réussi à dépasser ses objectifs à court terme. Donc, lorsqu'une entreprise vise, comment réussir pour l'an prochain, c'est pas suffisant pour qu'elle puisse viser des objectifs de 5 ans, de 10 ans et même de 15 ans. Ainsi, avoir une vision à long terme et mettre en place des bases, une planification judicieuse pour atteindre ces objectifs-là, à court, moyen et long terme, est essentiel à la survie de l'entreprise. Alors, c'est lorsqu'on est dans ce genre d'entreprise que l'employé voit qu'il y a une survie future et une nécessité de s'impliquer, et non pas comme je suis là, puis on ne sait pas si dans 2 ans on va encore vivre là-dedans. Alors, c'est important d'assurer cette sécurité-là, mais toutes les entreprises qui visent des choses à long terme ont plus de chances de survie qu'à court terme. Donc, en conclusion, si je peux dire sur la question, si le capitaine du bateau ne renouvelle pas ses choix de destination, ou encore s'il ne sait que plus ou moins où il va, alors tôt ou tard, il se perdra dans une routine qui finira par devenir totalement dénuée de toute forme de stimulation. Donc, la motivation d'entreprise, pour un entrepreneur, c'est ça. Donc, la clarté, c'était très important. Tout à fait. Et là, on parlait, d'entreprise et ces choses-là, mais pour l'individu, lui? Ben, pour l'individu, il en va un peu de même. Chacun de nous a également le devoir de se fixer des objectifs à court, moyen et à long terme. Si nous ne voulons pas parvenir à nous projeter, c'est-à-dire si on veut pas stagner, et si on veut parvenir à projeter une image précise de ce que l'on souhaite devenir ou d'un résultat précis que l'on aimerait atteindre. Alors, on va éviter, si on ne regarde pas à stagner dans le moment présent, on va éviter de tomber infailliblement dans une sorte d'impasse où le manque de motivation va s'installer à coup sûr. On voit des gens qui rentrent pour travailler, faire leur 9 à 5, avoir leur paye, merci, bonjour. Mais est-ce que ça les rend heureux? Non, parce qu'ils n'ont pas de motivation qui dépasse ça. Donc, pire encore, on pourrait risquer de nous faire croire à soi-même que les éléments extérieurs, une bonne paye ou des choses comme ça, sont responsables de notre mieux-être, alors qu'en réalité, il faut s'interroger sérieusement sur ce qui peut vraiment nous faire la différence dans notre propre vie. Si on a suffisamment confiance que notre capacité de nous responsabiliser personnellement, en premier, occuperait la part active qui nécessiterait de se poser les bonnes questions sur notre devenir, alors nous deviendrons de ce fait nécessairement à la recherche des moyens qui vont nous permettre d'accomplir pleinement notre destinée ici-bas. Il va de soi que lorsque nous sommes lancés dans une telle démarche, nous sommes justement à l'affût des circonstances, des échanges, des opportunités, des messages, en somme, de toutes les coïncidences, devenant autant d'indices susceptibles de montrer la route à suivre. Tu le sais, Mario, que quand on a un projet qui nous excite, c'est là qu'on est le plus motivé. Et c'est là qu'on va regarder les coïncidences qui vont se produire, les gens qui peuvent nous aider à être sur notre route, qui sont pas par pur hasard. C'est ça que je veux dire. Ah, et tu parles de coïncidence, justement, Céline, mais c'est sans doute pour ça que justement, tu as écrit un livre sur comment reconnaître et créer vos coïncidences magiques. Et oui, puis je te dis que l'univers m'a vraiment gâté en faisant en sorte que ce livre devienne un best-seller. Je suis moi-même très émue et il est en traduction aux États-Unis. Il a été publié c'est-à-dire promu aussi en Europe, qui en a fait un best-seller là-bas aussi, fait que je suis très comblée. Donc exactement, en fait, la vie ne cesse de nous interpeller de multiples façons, justement dans le but de nous indiquer la voie à suivre. Et cette voie à suivre, c'est la destination de l'accomplissement du plan de notre âme. D'où l'importance de découvrir ce qu'elle attend réellement de nous, cette vie. Fait que des fois, il y a plein de messages qui se produisent, mais on n'en comprend pas le sens. Ben, le livre, son but, c'est de décoder 53 sortes
non, 23 sortes de coïncidences qui sont révélatrices de signes qu'on doit interpréter. C'est la première partie du livre. Puis la deuxième partie du livre, ben, c'est comment faire en sorte de les attirer à nous d'une façon irrésistible. Alors donc, pour parvenir à en décoder les messages, il faut pour cela prendre le temps de s'arrêter, s'interroger et d'accueillir les signes que notre intuition place intentionnellement sur notre route. Parce que dans la vie folle qu'on a, ou au cours du matin au soir, on s'arrête pas assez pour regarder les signes puis essayer de les comprendre. Puis tu parles de signes, ben tu pourrais-tu pour nous, les auditeurs qui vont regarder cette émission-là, nous donner quelques exemples de ces signes? Ben oui, je pourrais donner, pourquoi pas. En fait, j'ai catalogué qu'il existait 23 sortes, qui est particulièrement porteur de messages, comme je l'ai dit, puis on peut les reconnaître dans à peu près n'importe quelle circonstance de notre vie. Pour donner un exemple, supposez que vous rencontreriez une personne qui vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez et dont la ressemblance est tout à fait saisissante, un peu plus que vous auriez pensé que c'est elle qui vient de croiser votre chemin ce matin-là. Ben, pour piquer encore plus votre curiosité, cette rencontre vous apprend que la personne porte le même prénom que celle à laquelle elle vous fait penser. Alors, je suis certain que plusieurs d'entre nous diraient « Wow, c'est spécial, c'est intriguant, c'est amusant. » Mais est-ce qu'ils vont trouver pour autant la réponse pourquoi ça s'est produit? Eh bien, je te dirais que le pourquoi, c'est la raison de la situation, elle s'est produite justement pour vous amener à communiquer avec la personne à qui ça vous fait penser. Parce que vous êtes probablement dans une période de votre vie vous-même, ou bien c'est cette personne qui est dans une période particulièrement où elle s'interroge et est à la recherche, vous ou cette personne, d'une réponse en particulier. Et le fait que vous avez croisé quelqu'un qui y ressemble et que vous auriez l'intuition de faire l'effort de l'appeler, ça va vous permettre de créer la coïncidence qui va répondre soit à la question que vous vous posez ou soit à celle que cette personne cherche à obtenir. Donc, du moins, suffisamment pour vous amener à suivre une nouvelle piste qui, par la suite, va vous guider là où vous souhaiteriez arriver. Et dis-moi, Céline, quelle devrait être notre priorité pour trouver nos principales sources de motivation? Eh bien, je pense que nous devrions, si on veut vraiment devenir un être motivé, heureux et capable de réussir, nous devons tout d'abord découvrir c'est quoi le plan de notre âme. On l'a tout choisi avant de venir sur Terre. Puis des fois, on s'en souvient pas. Alors, où est-ce que ce plan, où est-ce que cette âme souhaite nous voir, nous réaliser, œuvrer pour mieux comprendre les différents cycles de motivation qui sont appelés à évoluer tout au cours de notre existence? Parce qu'il nous motive pour notre chemin de vie, c'est une trame qui va être là, présente toute notre existence. Mais il y a différents parcours d'accomplissement, des tournants de vie. Et chacun va nous motiver dans un domaine pendant une période particulière. Donc, nos motivations à 25 ans ne seront pas celles qu'on va avoir à 45. Il en sera de même lorsqu'on va être à l'orée de notre 60 ans et ainsi de suite. Donc, lorsque nous parvenons enfin à comprendre cette vue d'ensemble sur les motivations de notre âme à différents parcours de notre vie, nous sommes alors davantage conscients de nos attentes. Et nous devons nécessairement, on va devenir plus confiants en notre capacité de nous réaliser parce que on va comprendre beaucoup mieux où est-ce que notre capitaine intérieur veut véritablement qu'on se rende. Cette compréhension de notre âme, de notre chemin de vie est essentielle si nous souhaitons nous projeter vers un avenir satisfaisant et nous permettre de programmer celui-ci à la hauteur de nos plus grands rêves. C'est dans ce but que j'ai choisi d'exercer le plus beau métier du monde depuis 1970, soit celui d'être coach à la découverte du plan de votre âme. Ah, je me sens motivé, là, Céline, là. Mais, oui! mais pour ceux qui aimeraient en avoir plus, t'aurais-tu un outil pour aider ou pour nous aider à faire le point face à nos motivations, et nous en décrire, le contenu? Ben, effectivement, sur la demande de mes gens qui avaient été mes élèves ou des gens qui avaient évolué avec moi, ils m'ont demandé de réaliser une conférence. Et j'ai fait une conférence de 2 heures que j'ai à proposer pour nous aider tout en douceur à motiver vers l'atteinte des différents buts de notre vie. Donc, je l'ai enregistré.
Je l'ai réalisé sur un CD. Et comme on sait qu'un CD, ça contient 72 minutes à peu près qu'on peut installer sur un CD, puis que la conférence est de 2 heures, ben je l'ai réalisé en fichier compressé. Alors, les thèmes abordés, c'est quoi les obstacles à motivation? C'est bien sûr, on parle de stress, de peur, comment parvenir à l'estime de soi, bien comprendre l'enjeu de l'influence de nos croyances, d'où est-ce que vient la motivation et renforcement de la volonté. Comment on peut amorcer un petit effort face aux choses qui nous conviennent moins ou qui sont plus difficiles à entamer. Et puis, est-ce que faire ça de façon régulière apporte une différence dans notre vie? Donc, introduire des pensées créatrices, comprendre qu'on va être motivé à faire arriver des choses si on a la conviction qu'on le mérite. Donc, perception, responsabilité, désir, foi, attitude mentale, les outils accessibles, comment prendre des décisions fermes avec soi-même, savoir ce qu'on veut. Bref, ce ne sont que quelques indices qui font partie de tous les éléments qui sont sur la conférence comme telle, qui ont été très appréciés des gens qui se l'ont procuré à date. Ah, j'en suis pleinement conscient. Et dis-moi, Céline, comment pouvons-nous découvrir ce plan et ces cycles dont vous parlez? J'ai mis au point depuis les années 70 une méthode de travail que je nomme coaching sur la découverte du plan de votre âme. Et ce coaching, il fut testé sur plusieurs milliers de dossiers d'étudiants universitaires. Alors, l'approche a fait le tour de votre motivation ou de vos réalisations de vie, de votre naissance jusqu'à l'âge de 80 ans. Fait qu'il en résulte les résultats que j'ai recueillis sur des milliers d'individus m'ont fourni la preuve que depuis longtemps, on avait des tournants professionnels particuliers. Alors, cela fait donc 30 années que j'offre ces rencontres individuelles aux personnes désireuses d'obtenir des informations. Alors, je vais ajouter que de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on avait des plans d'accomplissement souvent dans différentes étapes, dans différentes motivations, dans différents domaines professionnels, avec le même caractère, mais qui doit s'impliquer dans des parties professionnelles différentes. Alors, quand je rencontre quelqu'un, je regarde de sa naissance à aujourd'hui, qu'est-ce que la personne, elle avait à réaliser, qu'est-ce que son âme attend maintenant. Mais dans les suggestions à faire pour le maintenant, je tiens compte de qu'est-ce qui va se produire dans les transitions de ces changements professionnels dans 15 ans, 20 ans, 30 ans jusqu'à la fin de sa vie. Donc, moi, je fais 1 à 80 ans. Mais quand les gens ont une vue d'ensemble, c'est phénoménal. Ils disent, Madame Jean, je pensais jamais que que vous pourriez tomber juste comme ça. Mais tomber juste, ça donne l'impression que je suis une voyante. C'est pas ça. C'est que si la personne a réalisé ses chiffres, c'est qu'elle a été à l'écoute de sa propre intuition. Et c'est là que la personne dit, waouh, j'ai vraiment fait ce que mon âme attendait de moi. Oui. Puis je dis, si tout ça c'est vrai, ce qui s'en vient dans ce que je t'annonce au futur va l'être tout autant. Comprends-tu? C'est ça. Puis écoute, je trouve ça formidable, Céline, de faire découvrir aussi aux gens de suivre cette intuition-là aussi, hein. Puis parle-moi un peu, qui sont les personnes qui peuvent venir te consulter à ce sujet afin de parvenir eux-mêmes à mieux se motiver dans la vie de tous les jours? Oui, puis à trouver les trucs puis les moyens qu'il faut, puis surtout savoir où ils s'en vont. Alors, ben tout le monde le peut. Alors, c'est sûr que les gens qui pensent coaching carrière, la première idée qu'ils vont s'en faire, c'est si je cherche un job. Ben, pas nécessairement. Moi, j'en ai de tout âge. Ça peut concerner autant les jeunes qui souhaitent mieux évaluer, bien sûr, la direction professionnelle qui leur conviendrait mieux, mais que les gens aussi qui sont en quarantaine puis qui recherchent un nouveau défi, mais même des personnes retraitées qui veulent savoir est-ce qu'ils ont vraiment été suffisamment à l'écoute de leur intuition pour avoir accompli ce qu'elle attendait d'eux jusqu'ici, puis qui voudraient, avant de passer de l'autre côté, être certains qu'ils ont accompli les attentes de leur âme. Alors, écoute, j'ai même eu un couple
qui m'ont dit, ben Céline, nous, on vient d'apprendre qu'on est parrain et marraine d'un petit couple qui sont très spirituels, puis on veut leur donner un cadeau de baptême spécial. Leur bébé a 2 mois, mais est-ce qu'il y a moyen de faire le coaching de carrière, des grandes lignes dans le professionnel de plan de l'âme de cet enfant-là? Oui, c'est sûr que lorsque l'enfant va avoir 20 ans, les titres des emplois vont avoir changé, mais il y a une constance, c'est que les secteurs qui vont toucher à la communication ou aux sciences ou aux relations publiques ou à la santé ou à la formation ou aux arts, ça, ces titres-là, ils vont pas changer. Alors donc, pour des parents, savoir comment guider ces enfants-là, c'est un gros plus. Et j'ai eu un monsieur, moi justement pas, là, 76 ans, qui est venu me voir pour savoir s'il avait fait ce que son âme attendait de lui. Et il a été épaté de voir à quel point ça coïncidait avec ses intérêts puis ce qu'il était pu faire. Donc, arriver à apprivoiser ses propres défis, c'est mieux comprendre qui on est puis où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu ça. Oh, que de l'information, les amis. Merci beaucoup, Madame Céline Jacques, de nous avoir permis de savoir qu'il existait des outils, des ressources accessibles afin que chacun puisse grandir, apprendre à comment se motiver, non seulement ici maintenant, mais également tout au cours de sa vie. Gratitude. Merci à toi, Mario, de m'avoir permis de partager ça avec les gens. C'est du pur bonheur. Puis, si les gens, en tout cas, désirent communiquer avec moi pour en savoir plus, il y a mon site web, www. Bien sûr, comme tous les sites web, édition, EDITION, c'est au singulier, un petit trait d'union, Céline Jacques, tout ensemble, sans accent, .com. Et ils peuvent m'écrire sur le site web, je vais leur répondre. Je prends mes courriels 2 fois par jour. Et on peut, comme on fait Skype actuellement, faire aussi du coaching par Skype pour les gens qui sont de l'Europe. On les met pas de côté. Et puis, oui, bien sûr, pour les gens qui veulent venir me rencontrer, qui sont du Québec, je fais ça depuis 43 ans. J'en suis pas à mes premières armes. Puis les gens qui en partent sont assez satisfaits que vous pouvez trouver facilement sur le site beaucoup de témoignages en ce sens de l'appréciation que les gens ont eue de m'avoir rencontré. Céline Jacques, merci beaucoup. Merci à toi, Mario. À la prochaine. D'accord, bye bye.